Bonjour à toutes et tous. Alors, je voyais les 7 familles de la sémiologie psychiatrique et l'apport de l'intelligence artificielle. De manière intéressante, on pourrait considérer comme que la photographie est une image de précision. C'est-à-dire que par rapport aux images que l'on peut voir de nos propres yeux, qui sont toujours mouvantes, fluctuantes, changeantes, différentes en fonction des personnes, bien la photographie fiche quelque chose entre guillemets d'objectif. Alors quel serait l'équivalent d'une psychiatrie de précision? C'est-à-dire quel serait notre photographe, notre daguerréotype actuel? Alors on pourrait dire qu'il y a des tentatives en recherche, on prend le projet Calypso où on va regarder les émotions faciales, la prosodie, et donc détecter de manière visuelle et phonique, par exemple une dépression sous-jacente à travers l'analyse de signaux physiologiques et comportementaux. Il faut quand même rester assez modeste. On est dans cette psychiatrie de précision aussi bien sur un phénomène de mode, au sens positif de la mode, hein, qui permet de changer les choses et changer les pratiques et les coutumes, mais aussi un changement d'identité avec ce qu'elle promet, mais au final sur une promesse. Et donc on pourrait dire que la sémiologie n'a peut-être pas encore son appareil photographique, peut-être qu'elle en est encore, en effet, à l'époque du daguerréotype, à prendre des photos plus ou moins imparfaites. En tout cas, on va dire que c'est la sémiologie qui serait vraiment un appareil le plus utile pour pratiquer la psychiatrie actuellement. Alors en fait, si on doit revenir à quelque chose de sémiologique comme appareil photo principal de la psychiatrie, eh bien, on pourrait retourner aux années après 70, même aux alentours des années 50-70, avant l'apparition des grandes classifications internationales, et on se rend compte que certaines personnes s'intéressaient fortement aux symptômes, et quand on parlait de diagnostic, c'était mal vu. Donc on voit ici dans cet extrait des personnes aussi connues que Robbins et Spitzer qui ont été à l'origine du DSM-3 proposer les termes de diagnostic dans des articles dans l'American Journal de Psychiatrie, éditeur en chef, leur faire enlever le mot diagnostic et trouver l'article très bien par ailleurs. Donc en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que le diagnostic avait très mauvaise presse avant l'apparition du DSM, et donc il fallait presque filouter, ajouter le mot diagnostic dans la légende des figures pour pouvoir les faire apparaître. Et en même temps, c'était ces auteurs qui disaient que pour avancer en psychiatrie, il fallait utiliser des critères opérationnels. Et ils disaient aussi qu'il fallait étudier le cours, le pronostic des troubles, pas uniquement les symptômes isolés, et donc s'appuyer sur des critères diagnostiques précis. Et on sait ce que ça a donné, les DSM. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on aurait envie de retourner à une psychiatrie centrée sur ces manifestations cliniques. Déjà parce que, eh bien, il y a une dérive pédagogique, hein, ces grandes classifications internationales qui servent de nomenclature pour standardiser, fiabiliser la pratique, eh bien, elles ont été utilisées comme des outils pédagogiques, des matrices de raisonnement clinique. Donc, en fait, on a un apprentissage qui est une forme de rébussification, c'est-à-dire néologisme de fait de découper les choses en éléments pour mieux les comprendre, faire des rébus, c'est-à-dire en psychiatrie, utiliser plusieurs critères et appeler ça un trouble. Et donc en fait, on pourrait revenir aux symptômes, arrêter de faire des rébus et regarder l'image telle qu'elle est, indépendamment des autres, du mot qui est censé en émaner. Et donc pour ça, il faut étudier les symptômes de manière qualitative, mais aussi dynamique, c'est-à-dire dans leur temporalité, un contexte, et en prenant en considération leur valeur. Par exemple, eh bien, c'est une souffrance pour un sujet. Alors comment on fait pour revenir aux symptômes? Eh bien, pour réhabiliter la sémiologie. En fait, pour caractériser finement le symptôme de manière épaisse, épaisse ça veut dire pas juste comme un nom, symptôme, et on s'arrêterait là, on essaie d'aller un peu plus loin, eh bien il faut le définir. Aller plus loin en définissant un symptôme, ça fait rassembler différents champs. Ce seraient les indices d'une cause sous-jacente, hein, avec une dynamique propre, qui exprime une détresse, j'ai mal, ou un handicap, je ne peux pas aller travailler, et qui assume des fonctions épistémiques, c'est-à-dire qui porte un sens pour la personne qui l'entend, culturellement située, puisque la personne qui parle est dans un environnement, un contexte, avec des structures de croyances, et bien sûr ça se déploie toujours dans l'intersubjectivité, et souvent dans la pratique clinique, façonnée par un certain langage et une manière de s'engager dans le monde. Donc oui, très clairement, il faut hiérarchiser les symptômes, il faut structurer la sémiologie parce qu'un symptôme seul n'a pas vraiment de signification. La tristesse de l'humeur, finalement, ne va pas conduire à une médicalisation ou à un traitement, il va falloir qu'elle s'intègre dans un réseau d'autres symptômes, une structuration de symptômes, un modèle qui intègre d'autres symptômes. Et donc ça nécessiterait de réfléchir à ce que serait une science située des symptômes, mais sans revenir au diagnostic. Et donc, il faut penser une pédagogie, dans ce sens-là, qui structure, épaissirait les symptômes, on lui donnerait une véritable consistance. Alors pour ça, pour enseigner la sémiologie, ça veut dire articuler des symptômes entre eux, donc vraiment les mettre soit dans un réseau, soit dans une structure, soit les visualiser,
Et c'est ce qu'on peut faire avec des outils, des innovations pédagogiques, de visualisation, par exemple ici à gauche, de schémas, de cartes conceptuelles, de représentation graphique des symptômes qui permettent de comprendre comment ils s'influencent les uns les autres ou se hiérarchisent les uns les autres. On peut aussi utiliser une approche plus ludique, la gamification, qui permet un autre engagement, un apprentissage actif par l'erreur notamment, et puis des jugements sous incertitude, puisque quand on apprend donc la sémiologie en la jouant, eh bien il y a des incertitudes, il y a des flous, il y a des erreurs, et ça fait mieux apprendre sur le plan pédagogique. Alors la proposition était d'élaborer un jeu de cette famille, de la sémiologie psychiatrique. Toute l'élaboration et le processus a été publié dans un article de 2025. Et en fait, ce qu'on retrouve dans cet article, c'est que pour avoir un jeu qui s'adresse à tout professionnel de santé, autour de 7 familles de symptômes, qui sont les 7 grandes catégories de la psychiatrie, ce n'était pas évident. Il y a une méthode de sélection des symptômes, où il faut se baser sur des référentiels, sur l'expertise, structurer historiquement les ensembles de symptômes, générer des images, avec beaucoup d'itérations par carte, parce qu'il faut éviter, il y a vraiment des biais, des stigmatisations à absolument éviter, et puis une validation clinique, d'essais, de playtest, d'écriture d'un livret, etc. Donc vraiment plusieurs intérêts pédagogiques, des bons retours de ce jeu dans un premier temps, et puis bien sûr des perspectives de mise à jour du jeu, de recherche pour la pédagogie médicale, de déclinaison thématique, ou bien sûr d'autres appareils sémiologiques dans d'autres disciplines médicales. Merci pour votre attention.